Et merci à toutes et tous d'avoir rejoint ce troisième atelier de notre premier cycle d'ateliers à tout close. Donc cet atelier est consacré aujourd'hui à l'accès à la commande publique des structures d'économie sociale et solidaire. Hormis le secteur du handicap, puisqu'on consacre l'atelier de la semaine prochaine à l'accès à la commande publique des structures du handicap. Donc aujourd'hui, nous aurons 3 intervenants. Donc Cédric Dupas de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, Mehdi Nekrouf du Graphi, donc une structure spécifique à l'Île-de-France, qui est le groupement régional des acteurs franciliens pour l'insertion par l'activité économique. Et nous aurons le témoignage, hein, toujours comme d'habitude dans ces ateliers, on souhaite incarner les propos plutôt théoriques sur le cadre juridique avec l'intervention d'une entreprise d'insertion OBS Espérance. Voilà. Donc je vais juste rappeler, refaire une petite présentation pour ceux qui n'auraient pas été là du GIP Maximilien. Alors, je vais vous partager mon écran, vous me dites si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, très bien. Alors, je vais mettre en diaporama. Donc rapidement, alors comme je vous le disais, c'est le déroulé de l'atelier. Donc vous pourrez poser des questions dans le chat et on pourra prendre vos questions voilà, à l'issue de chaque intervention. Et voilà, c'est un atelier qui se veut aussi interactif. On n'est pas très nombreux, donc n'hésitez pas voilà, à intervenir en levant la main. Donc juste petit rappel sur le cadre général du GIP, du réseau des achats responsables, et puis voilà, sur la mission d'appui au développement des clauses sociales, hein, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc le GIP Maximilien, c'est la plateforme dématérialisée des achats publics franciliens avec 3 missions. Donc une mission qui est d'accompagner, la mission principale, d'accompagner les acheteurs publics franciliens dans la dématérialisation de leurs procédures d'achat. Donc ils peuvent publier sur notre plateforme leur marché. Ensuite, on a une autre cible dans le cadre de Maximilien, qui sont les opérateurs économiques. Donc c'est de rendre les marchés publics plus accessibles aux entreprises. Et puis notre mission la plus récente, c'est la promotion des achats responsables. Alors, dans le cadre de nos missions, on a différentes actions, hein, le GIP Maximilien. Donc, c'est d'accompagner la transformation numérique des acheteurs publics. C'est de leur proposer des outils et des services mutualisés. Donc, on vous rappelle qu'on est voilà, un service public et que voilà, on propose une palette de services à des coûts tout à fait raisonnables pour les acheteurs. Et puis, on propose également un accompagnement adapté pour mettre à disposition des outils et des services qui tiennent compte des spécificités de nos adhérents. Donc ça, c'était pour la plateforme du GIP Maximilien. Ensuite, pour en venir maintenant aux achats responsables, donc depuis 2022, le GIP Maximilien anime le réseau francilien des achats responsables. Donc dans le cadre, hein, du PNAD, du Plan national pour des achats durables, il y a des réseaux, je dirais, qui se sont des réseaux achats responsables qui ont été créés sur le territoire métropolitain et hors métropole et en Île-de-France. Donc cette mission a été confiée au GIP Maximilien. Donc désormais, nous sommes voilà, un pôle complet. Nous sommes 3 personnes. Donc le pôle est piloté par Louise Vidal, chef de projet. Donc moi, je suis sur la mission d'appui au développement des clauses sociales, qui est la mission la plus ancienne. Et donc je travaille avec ma collègue que certains d'entre vous connaissent, Anaëlle Mazin, qui est sur le guichet vert, donc qui accompagne les acheteurs sur la prise en compte des considérations environnementales de leur marché. Et donc, on a eu un programme, hein, sur 2023, la mission pour des achats publics circulaires et environnementaux, qui était d'accompagner des acheteurs à partir de familles d'achat dans leurs achats publics circulaires et environnementaux. Donc, il y a eu différents ateliers qui ont donné lieu à des boîtes à outils et vous pouvez tout retrouver sur notre site internet dans notre espace achat responsable. Donc c'est ce qu'on vous décline dans cette diapositive. Donc un petit peu toutes nos actions, hein, au niveau de l'achat responsable. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site et dans notre espace achat responsable où vraiment on reprend tout ce qu'on publie
aussi bien, vous avez les liens pour, visualiser, les replays. On a également sur notre chaîne YouTube tous nos replays. Vous avez également accès à tout ce qu'on publie, en ce qui concerne des fiches, toute notre actualité juridique, hein. J'ai oublié de dire, mais voilà, à nos ateliers, nous avons une juriste qui est Laura, Marchal, qui participe à notre atelier ce matin. Donc, Laura qui, publie régulièrement également des fiches dans le domaine juridique, hein, puisqu'on est sur un sujet, l'achat responsable qui évolue, qui bouge beaucoup. On a également on a un espace sur la plateforme Rapide. On publie, une lettre d'information trimestrielle et puis on vous a mis, nos 2 adresses mail, si vous souhaitez nous contacter. Voilà, et pour en finir, hein, pour en venir à la partie, sociale, donc comme je vous le disais, on a une mission, d'appui au développement des clauses sociales qui a été créée en 2016, en Île-de-France sous l'impulsion des grands projets franciliens, le Grand Paris Express notamment et les Jeux olympiques. Donc nous, la mission d'appui aux clauses sociales, donc maintenant avec le PNAD, toujours le PNAD, voilà, il y a des coordinations, hein, de facilitateurs qui ont été créées, sur, le territoire métropolitain et hors métropole suite à 2 appels à projets, un en 2022, un en 2023. Mais sur l'Île-de-France, voilà, on était précurseurs. Donc notre mission, à la mission d'appui au développement des clauses sociales est de faire connaître et de valoriser les clauses sociales au service de l'emploi dans le cadre des marchés publics franciliens. Et puis, on anime tout l'écosystème francilien de la clause sociale avec un certain nombre de partenaires, dont les coordinations de facilitateurs, le Graphi et la CRES qui sont autour de la table et l'UNEA. Et puis, ben, dans nos missions, nous avons, des actions. Donc, on a une action de rendre compte de l'impact de la clause sur le territoire francilien au travers de 2 observatoires. Un observatoire francilien de la clause qu'on publie tous les ans et également avec un focus sur les grands projets, franciliens. On a également des actions de sensibilisation, hein, pour, ben, amener l'acheteur public à prendre de plus en plus, en compte les considérations sociales dans ces marchés, donc dont font partie, ces ateliers. Donc on a 2 cycles d'ateliers, à tout close, un au premier semestre qui se veut vraiment être sur les fondamentaux et un petit peu plus, je dirais ciblé, avec une entrée, famille d'achat au second semestre. Et puis on organise également des événements, en partenariat avec la CRES, donc pour, une mise en relation des acheteurs publics et des structures de l'économie sociale et solidaire, donc sur un département, alors généralement c'est 2 événements, par an sur, 2 départements franciliens. Voilà, bah, écoutez, moi j'en ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions? Et donc maintenant je vais laisser la parole, s'il n'y a pas de questions, à Cédric. Je vais arrêter mon partage. Bonjour à tous, merci Erika. Est-ce que vous voyez bien mes slides? Oui, très bien. Ok, très bien, merci. Donc, je suis Cédric Dupart, responsable du pôle développement d'affaires et achat socialement responsable à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire d'Île-de-France. Et je vais vous faire une petite présentation alors, en 2 points. D'abord, un peu vous replacer le contexte de qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire. Et après, vous faire un petit focus sur les marchés réservés à l'ESS. Alors c'est pareil, si vous avez des questions, si vous souhaitez m'arrêter, me poser une question lors de la présentation, n'hésitez pas. Erika, peut-être tu pourras faire Oui, oui. le lien parce que je ne verrai pas forcément s'il y a des mains Oui, oui, bien qui sûr. se lèvent. Alors, les structures de l'économie sociale et solidaire. Alors, le contexte juridique, alors peut-être avant ça, peut-être en 2 mots, l'économie sociale et solidaire, c'est un mouvement qui est assez long, qui est assez ancien. Je pense que ça date, je vais pas faire toute l'histoire, mais ça date à peu près du XVIIe et XVIIIe siècle, les premières coopératives, les premières mutuelles, associations. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez long. C'est une histoire longue. Et il y a eu donc voilà, l'économie sociale, c'est structuré au fur et à mesure des derniers siècles, notamment auprès de fédérations, voilà, des coopératives, des associations, etc. Et l'économie solidaire, en 2 mots, c'est quelque chose qui a émergé plutôt à la fin du XXe siècle. Et donc voilà, qu'on a associé à l'économie sociale. L'économie solidaire, ça, tout ce qui va avoir un but plus de solidarité, donc notamment tout ce qui va être insertion, etc. On va en reparler après. Et ce qui a amené à
une institutionnalisation vraiment, dans l'ensemble de l'économie sociale et solidaire en 2014 avec la loi ESS 2014, dite loi Hamon. Donc, l'ESS, dans le cadre de cette loi, a été défini comme un mode d'entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l'activité humaine. Donc les 3 critères pour qu'une structure, soit de l'ESS est que son but poursuivi est autre que le seul partage des bénéfices, qu'elle ait une gouvernance démocratique et qu'elle ait une gestion, heu, particulière, donc notamment conforme à ces 3 principes, que les bénéfices sont majoritairement consacrés à l'objectif et au maintien de développement de l'activité de l'entreprise, que les réserves obligatoires constituées impartageables ne peuvent pas être distribuées et en cas de liquidation, l'ensemble du boni de liquidation est redistribué à, une autre entreprise de l'ESS. Ça, c'est vraiment le cadre, les 3 critères principaux, d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc on présente souvent, l'ESS et c'est ça a du sens par, ces structures. Donc les structures, comme je vous l'ai dit, historiquement, c'était les structures de l'économie sociale. Donc, en fait, on reconnaît l'ESS par ses statuts, les coopératives, les mutuelles, les associations. Donc ça, c'est les structures historiques. Se sont ajoutées au cours du XXe siècle les fondations et depuis la loi, de l'ESS, les entreprises, commerciales de l'ESS. C'est des entreprises qui ont un but, qui ont un statut, on va dire, plutôt classique, mais qui ont une finalité sociale et qui, par l'intégration dans leur statut et par le respect des 3 critères que j'ai présentés auparavant, s'inscrivent dans le cadre, de l'économie sociale et solidaire. Hem Donc, les structures aussi de l'insertion par l'activité économique et donc SIAE et les entreprises adaptées et les ESAT font partie du champ de l'économie sociale et solidaire, dans le cadre de cette loi, ESS. Tac. Alors peut-être une petite présentation, après avoir, représenté le cadre de l'ESS de la CRES. Donc en fait, les CRES, les missions des CRES sont, stipulées dans le cadre de la loi aussi, la loi sur l'ESS 2014. Donc il y a une CRES par région. Ses missions, c'est, d'observer, donc chaque CRES a un observatoire pour analyser les statistiques de l'ESS, informer, sensibiliser à l'ESS, développer et accompagner le développement des structures de l'ESS, promouvoir l'ESS et représenter toutes les structures de l'ESS, auprès des différents, pouvoirs publics notamment et aussi, différents acteurs institutionnels. On a aussi chaque CRES a des adhérents, donc en Île-de-France, on a presque 117 adhérents et en fait, on a toutes les têtes de réseau, donc la tête de réseau des coopératives, des associations, des structures de l'insertion, du handicap, des fondations, des mutuelles et cetera et il y a aussi des structures de l'ESS qui peuvent adhérer directement. L'objectif pour elles aussi, c'est de participer au plaidoyer et de porter la voix de leur structure, représenter les structures auprès du cadre qui est la CRES, pour après, faire, du plaidoyer, de la sensibilisation et cetera. Donc on a 8 pôles et 17 salariés en Île-de-France. Alors un petit focus sur ce que fait la CRES pour, dans le cadre des achats responsables. Donc on accompagne, les collectivités et des entreprises, dans le développement de leurs achats responsables. Donc on a 2 offres pour cela, une dédiée aux entreprises, une pour les collectivités. On organise des événements, pour favoriser le développement d'affaires des structures de l'ESS. Alors tout à l'heure, Erika a mentionné, on en organise notamment ensemble avec le GIP Maximien, dans le cadre de la Max, notamment les Open Map, qui sont des événements d'affaires qu'on organise près de 2 fois par an en Île-de-France. Mais on peut en organiser d'autres aussi en fonction des différents partenariats. Heu, on on a développé aussi des événements pour favoriser la coopération économique, donc notamment des hackathons, qui favorisent en fait, l'émergence de groupements d'entreprises, de l'ESS qui peuvent s'allier des fois avec des TPE-PME, pour répondre ensemble à des marchés publics qui peuvent être un peu plus conséquents. Parce que des fois les structures de l'ESS sont un peu trop petites pour répondre toutes seules, donc l'idée c'est de favoriser, l'émergence de groupements. Donc là, cet événement-là, c'est un événement qui permet de s'entraîner pendant une journée en groupement à répondre à un marché qui est fictif. Voilà. Après, on a développé une cartographie qui s'appelle Carteco, qui recense les structures de l'ESS de la transition écologique sur toute la France. Chaque CRES l'anime au niveau régional. Je vous ai mis le lien, après, je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure.
Et on a développé aussi avec le réseau des CRES et ESS France la semaine des ASER, des achats socialement et écologiquement responsables, qui aura lieu au mois de mai. Je vous redonnerai la date après. Un petit mot aussi sur le réseau des CRES. Donc, il y a 18 CRES en France, ce qui représente à peu près 140 salariés dans les territoires et plus de 700 administrateurs. Donc, les administrateurs, c'est ceux qui sont au conseil d'administration et qui sont des têtes de réseau de l'ESS. Et ESS France, au niveau national, c'est eux qui chapeautent le réseau des CRES. Et ils ont aussi en adhérent tous les grandes familles de l'ESS au niveau national. Alors, en quelques chiffres, je vais aller assez rapidement, mais pour vous donner un peu un ordre d'idée de ce que représente l'ESS en France. Donc, ça représente 2,6 millions d'emplois, 67% occupés par des femmes. Donc, on voit qu'il y a un secteur assez féminin. Il y a 157 000 entreprises, enfin 679 entreprises employeuses et 212 718 établissements employeurs. Un emploi sur 7 est dans le secteur privé et un emploi sur 10 dans l'ensemble de l'économie. Donc, pour les grands secteurs d'activité, on voit qu'il y a 59,5% qui sont dans l'action sociale, 19,4% dans l'enseignement, 29,7% activité financière et assurance. Donc, vous voyez, c'est ce qu'est l'ESS, la part de l'emploi, enfin de l'activité est dans l'ESS en bleu clair et en bleu foncé, c'est hors ESS. 31,1% dans l'art et spectacle et 58% dans les sports et loisirs. Donc on voit notamment dans l'action sociale et les sports et loisirs, ça représente une partie majoritaire du secteur. Donc un petit focus sur chaque typologie de structure ESS. Donc il y a au niveau des associations, il y a 1,3 million d'associations actives en France. Bon, je ne vais pas aller sur tous les détails, de toute façon je vous enverrai les slides, vous aurez tout le temps de les voir. Au niveau des coopératives, il y a 23 880 établissements coopératifs employeurs en France. Les mutuelles, il y en a 7 329. Et les sociétés commerciales de l'ESS, il y en a 500. Donc voilà, c'est encore assez peu, mais voilà, c'est un statut qui gagne à se faire connaître, qui est assez peu connu du grand public, mais qui est en pleine évolution en ce moment. Et les fondations, il y a 721 fondations employeuses en France. Alors, en quelques chiffres, un petit focus sur l'Île-de-France. Donc, nous, on a 33 277 établissements ESS, qui représentent plus de 440 000 emplois et 13,3 emplois en moyenne par établissement et 10,4 ETP. Donc, petit comparatif aussi sur les secteurs d'activité. Donc, on voit en Île-de-France, il y a une grande majorité, alors là, les 28% qui sont non classés. Ensuite, c'est art et spectacle, 15,6%, contrairement à 10% en niveau national. On a une partie sport et loisirs de environ 13%, qui est un peu inférieure au niveau national. On a au niveau activité financière et assurance 6%, qui est aussi inférieur au niveau national. Parce que le territoire francilien est assez particulier là-dessus, car il concentre énormément d'activités dans ce cadre-là qui ne sont pas toujours ESS. Et après, au niveau action sociale, un petit peu inférieur au niveau national également. La part de l'ESS en Île-de-France est un peu inférieure à la moyenne nationale, notamment car il y a énormément d'activités économiques dites classiques en Île-de-France. Alors, peut-être en quelques mots aussi, la part de l'ESS par secteur. Donc on voit en Île-de-France, donc on voit sur l'action sociale, ça représente 52%. Là, sur les activités financières et assurances, 9%. Art et spectacle, 65%. Enseignement, 17%. Santé humaine, 7%. Sport et loisirs, 64%. Agriculture, alors là, c'est 0,2%. Ok, donc là, avant de passer spécifiquement au marché réservé ESS, juste pour faire un lien donc, avec ce que disait Erika tout à l'heure. Donc,
Nous, on est là, on est partenaire aussi, la CRES, de la MAX, donc en lien avec le GIP Maximien et les différents réseaux qui permettent d'accompagner les donneurs d'ordre dans des marchés, la commande publique qui va plutôt flécher vers les structures de l'ESS de manière générale. Euh, donc après, il y a Mehdi qui présentera pour le graphie, spécialiste des structures de l'insertion. Il y a aussi des réseaux qui sont spécialistes du secteur protégé, adapté, donc handicap. Donc nous, la CRES, on va plutôt, dans ce cadre-là, faire un focus sur les structures de l'ESS qui ne sont ni les structures d'insertion, ni les structures du handicap, euh, sachant que les structures d'insertion représentent quand même un cadre très important des achats responsables, notamment dans la commande publique. Donc, on se posait la question aussi de voilà, l'importance des associations, des coopératives dans le secteur des marchés. Alors, on n'a pas de chiffres qui présentent précisément quelle est la part des marchés obtenus par les associations et les coopératives. Mais voilà, on n'y a pas forcément énormément non plus de marchés qui peuvent être fléchés vers ce type de structure. On voit notamment, on observe que les coopératives sont des entreprises, on va dire, des fois un petit peu comme les autres sur certains secteurs, car elles peuvent être dans des secteurs d'activité très, enfin, dans tous les secteurs, en concurrence avec des entreprises classiques. C'est plutôt leur organisation qui va être différente. Et on voit qu'il y a beaucoup de coopératives qui répondent à des marchés qui n'ont absolument aucun critère sociaux ou environnementaux. Ce sont, voilà, elles répondent à des marchés sans rien. Pour les associations, en 2 mots, alors je fais très rapide et on pourrait y revenir si ça vous intéresse, mais on observe voilà, qu'il y avait énormément d'associations qui fonctionnent aussi par les subventions, mais comme la part de subvention tend à s'affaiblir de plus en plus au fur et à mesure du temps, il y a une incitation un peu aussi à répondre à des marchés publics pour certaines associations. Donc on voit que c'est une chose qui n'est pas forcément dans leurs habitudes pour certaines, donc il y a aussi un besoin d'accompagnement à répondre à des marchés. Et voilà, les associations, si elles ne sont pas des structures d'insertion ou du handicap, doivent aussi souvent répondre à des marchés classiques qui ne sont ni réservés ni avec des clauses. Donc il faut être pour elles conscient qu'elles sont voilà, en concurrence avec des entreprises classiques. Donc le seul moyen de réserver un marché aux structures de l'ESS, qui sont notamment les coopératives et les associations, sont les marchés réservés à l'ESS. Donc je vais présenter rapidement ce marché réservé à l'ESS. Donc, alors oui, le contexte, c'est oui, pour les marchés réservés, il existe 3 types de marchés réservés. Les marchés aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés, donc notamment les marchés réservés aux structures de l'insertion, aux structures du handicap. Les marchés réservés à l'ESS, donc celui dont je vous parlais, et les marchés réservés aux entreprises implantées en milieu pénitentiaire. Donc les marchés réservés à l'ESS, donc il est réservé donc il représente des marchés ou des lots de marchés qui portent exclusivement sur des services sociaux et autres services spécifiques, donc les différents secteurs concernés. Donc c'est assez restreint. C'est surtout au niveau social et culturel. Donc là, on voit les services sanitaires, sociaux et connexes. Donc là, avec la liste de tous les codes CPV. Il faut bien vérifier que les codes CPV rentrent dans le cadre de ces marchés. Les services administratifs, sociaux, éducatifs et culturels et soins de santé. Voilà, je vous ai remis tous les codes CPV ici. Vous pourrez les voir en détail. Et les autres services communautaires, sociaux et personnels, y compris services fournis par les syndicats, organisations politiques, services, associations de jeunes et autres services des organisations associatives. C'est surtout ce code CPV. Voilà, donc on voit que c'est surtout voilà, sur des marchés sociaux, culturels, donc c'est assez limité. Ça, c'est un premier frein qu'on peut voir pour ce type de marché réservé. Donc, une autre spécificité de ce type de marché est qu'une entreprise attributaire d'un marché ne peut bénéficier d'une attribution au même titre au cours des 3 années suivantes. Donc, la durée d'un marché réservé aux entreprises de l'ESS ne peut être supérieure à 3 ans.
Donc voilà, si vous réservez un marché à l'ESS, l'entreprise attributaire pourra avoir ce marché pendant 3 ans, mais à la suite de ces 3 ans, il ne pourra pas répondre au marché s'il est actualisé. Voilà. Alors, quelques exemples de marchés réservés à l'ESS. Donc, la ville de Paris en a fait plusieurs, donc notamment celui-ci, c'est un marché de réalisation de diagnostics sociotechniques au domicile de ménages en précarité énergétique et formation pour la ville de Paris. Donc, on voit que les codes CPV, services d'action sociale et services connexes rentrent dans le cadre des secteurs concernés. Donc, c'est un marché qui a été fait en 2022. Euh, c'est l'entreprise Solia. Donc, non, c'est une association. Je dis l'entreprise parce qu'on peut considérer que certaines associations sont, sont des entreprises ou un fonctionnement semblable à certaines entreprises, qui est une structure qui travaille dans l'amélioration de l'habitat et l'accompagnement social. Quelques retours sur ce marché. Donc la procédure. Donc le segment d'achat entrait clairement dans les catégories identifiées, donc dans les codes CPV. Les opérateurs économiques qui peuvent répondre à ces prestations sont des structures de l'ESS, notamment des associations. Donc le sourcing avait été réalisé en amont et identifié que des structures associatives pouvaient répondre. Et la durée de 3 ans correspond aux contraintes temporelles du marché. Donc il n'y avait pas de problème avec cette contrainte des 3 ans. Euh, donc ça a été un marché qui a été réalisé assez, enfin, qui a été réservé assez facilement. Après, la ville de Paris a un fonctionnement qui permet aussi d'identifier si des marchés peuvent être réservés à l'ESS. Et donc, il faut bien avoir en amont connaissance des critères et des codes CPV qui rentrent dans le cadre de ces marchés. Et en fait, si vous voyez que un marché, par exemple, comme celui-ci, peut rentrer dans le code, dans le cadre du marché réservé à l'ESS, c'est assez simple après la procédure à réaliser. Les facteurs clés de succès, donc toutes les conditions étaient réunies. Donc ça facilite la procédure. La préparation du marché par les acheteurs avec la réalisation d'un sourcing a été déterminante et des échanges en interne avec le pôle achat responsable a facilité la fluidité et la validation de la démarche en comité de sous-direction des achats a été une clé importante pour que cette démarche ait pu aboutir. Voilà, ça c'est un premier exemple. Je vais vous, alors juste en 2 mots, oui non, un deuxième exemple. Donc c'est un marché réservé ESS qui a été réalisé par l'établissement public territorial Grand Paris Sud-Est Avenir, dit GPSEA. Donc, c'était une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, d'appui à la création d'activités et d'accompagnement personnalisé et renforcé des projets entrepreneuriaux de l'ESS. Donc, l'ESS figure en plus dans l'objet du marché, ce cadre-là, donc ça fait encore plus de sens que ce soit un marché réservé à l'ESS. Donc le code CPV correspondait également au cadre du marché réservé ESS, service administratif relatif au projet de développement. Il a été réalisé en 2023, donc assez récent. Euh, et c'est la structure Les Petites Rivières, qui est une association également, qui a obtenu ce marché. Donc, en quelques mots, qu'il avait été décidé de réserver ce marché aux entreprises de l'ESS car le code de la commande publique le permettait. Et en plus, car le marché a pour objectif d'accompagner le développement de l'ESS sur le territoire, donc il semblait pertinent que ce soit une structure de l'ESS qui le réalise, car une connaissance plus fine du secteur et plus de légitimité. Donc ce marché est une reproduction, mais il avait été réalisé auparavant par une structure qui n'était pas de l'ESS. Et c'était l'entreprise Synap. Donc ça ne posait pas de problème aussi le fait que ce soit pas reconduit auprès de la même structure. Voilà, alors, en quelques mots, on peut observer que voilà, les freins pour faire un marché réservé à l'ESS, c'est qu'une entreprise de l'ESS attributaire d'un marché ne peut bénéficier d'une interposition au même titre au cours des 3 années suivantes. Ça peut bloquer certains marchés si, par exemple, si vous, si vous faites un marché et vous souhaitez qu'il puisse être reconduit avec la même entreprise, si ça fonctionne bien, ce ne sera pas possible. La durée d'un marché réservé ne peut être supérieure à 3 ans. Donc un faible nombre de secteurs d'activité concernés, ça c'est aussi un autre frein.
et je mets attention à respecter les codes CPV, notamment car nous avons identifié un marché qui était réservé à l'ESS, mais qui ne correspondait pas, au cadre CPV. En fait, ça a été une erreur, enfin, d'après notre, analyse, donc voilà, une collectivité a réservé un marché à l'ESS alors qu'elle souhaitait le réserver à des structures d'insertion. Donc attention à ne pas confondre, un marché réservé à l'ESS et un marché réservé aux structures de l'insertion, car le marché en question ne respectait pas les codes CPV et était, spécifique plutôt, à des structures d'insertion. Des opportunités pour ce type de marché. Donc c'est une procédure simple quand les critères sont respectés et le cadre général est respecté. Il permet de réserver à l'ensemble des structures de l'ESS. Donc je vous ai rappelé le cadre, général de l'ESS tout à l'heure. Donc il va aussi rentrer, enfin, on peut aussi les réserver donc voilà, pour des mutuelles, pour des fondations. Donc j'ai moins appuyé sur ce type de structure car, c'est moins, on va dire, c'est moins courant et en général moins utilisé. Et il nécessite d'informer les services achats. Donc, c'est une procédure qui est assez peu connue, voilà, c'est important, voilà, de sensibiliser, de former les services achats à ce type de procédure et de réaliser un sourcing en amont pour être sûr que des structures, notamment plutôt associatives ou coopératives, puissent répondre au marché. Voilà. Alors, j'en ai fini avec les marchés réservés ESS. Alors, pour finir, je vous représente un petit focus, notamment des outils pour le sourcing, si vous voulez réserver un marché aux structures de l'ESS. Donc, comme je dis tout à l'heure, on a réalisé une cartographie en lien avec toutes les CRES de France et en coordination avec ESS France, des structures de l'économie sociale et solidaire qui rentrent dans le cadre de la transition écologique. Donc, sur le site Carteco, carteco-ess.org, vous pourrez retrouver quasiment toutes les structures. Je dis quasiment parce qu'il en reste encore peut-être, quelques-unes qui ne sont pas identifiées, mais c'est vraiment la majorité. Notamment, alors pour l'instant, on a travaillé sur les filières de l'alimentation durable, de l'économie circulaire, et notamment tout ce qui va être gestion des déchets, et cetera. Donc c'est vraiment des structures qui ont au cœur de leur activité la transition écologique. Et on voit que c'est un sujet qui est de plus en plus, demandé par les donneurs d'ordre, notamment avec, l'évolution du cadre législatif, notamment la loi AGEC, qui, impose, différents, critères environnementaux dans les marchés. Et voilà, il faut savoir que, les structures de l'économie sociale et solidaire ont été, toujours en avant-garde de l'économie circulaire et d'activités de la transition écologique. Donc voilà, vous pourrez retrouver, un grand nombre de ces structures sur ce site. Et une autre ressource qui peut être intéressante, c'est le cahier des solutions locales et innovantes. Donc c'est un document que nous avons, réalisé en Île-de-France, pour valoriser en fait, des solutions innovantes, donc pour entrer dans le cadre de l'innovation sociale et environnementale, des structures de l'ESS qui peuvent répondre à des besoins, des collectivités. Alors, ce document, peut aussi, inspirer, donc je crois qu'il y a des, participants, pas seulement en Île-de-France aujourd'hui, donc qui peut inspirer aussi, tous les territoires, de France et je sais qu'il a été aussi téléchargé par différents partenaires dans d'autres régions. L'idée, c'est de dire, voilà, vous êtes une collectivité, vous avez des problématiques sur votre territoire, des besoins identifiés. Bah, ce document va, vous permettre d'y répondre, à partir, de vos problématiques, de montrer des solutions ESS inspirantes et vous verrez que l'ESS, répond à beaucoup de problématiques. Et voilà, et sinon une dernière petite ressource, hem donc avec ESS France, on a décidé de valoriser aussi, quelques retours d'expérience, de marchés qui ont été, orientés vers l'ESS. Donc notamment, je vous ai parlé tout à l'heure du marché, réalisation de diagnostics socio-techniques au domicile des ménages en précarité énergétique. Donc via ce lien, vous pourrez retrouver le détail et la procédure de ce marché, et aussi d'autres marchés, dans d'autres régions qui ont été, orientés vers l'ESS. Pas forcément que des marchés réservés à l'ESS, mais des marchés, orientés, fléchés avec, hem, différents, critères. Donc voilà, et j'en ai fini pour ma présentation, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais vous y répondre.
Merci beaucoup Cédric. Je ne sais pas si voilà ça suscite, des interrogations, parce que c'est vrai que c'est assez spécifique, hein, le marché, réservé ESS, voilà, de par les champs, je pense, effectivement, la durée des marchés, enfin c'est et il y a quand même, Alors, c'est peut-être possible, il y a des grosses associations enfin, une petite question, aujourd'hui il y a des personnes qui ont déjà, réalisé un marché réservé à l'ESS? N'hésitez pas à vous manifester. Donc on dirait que non. Est-ce qu'il y a des personnes, qui n'avaient jamais entendu parler de ce type de procédure avant? visiblement c'est connu, mais peut-être que Bon, bah, comme tout le monde tu avait donnais déjà beaucoup d'informations, donc c'est parfait. Bon, et bah, tant voilà, mieux comme si tu donnais l'exemple de la ville de Paris, effectivement, tout avait été, vraiment, bien préparé en amont pour s'assurer que le marché ne soit pas, infructueux et dans quel cas il y a pas de raison, que le marché ne soit pas, honoré, en fait, hein. Mais c'est vrai que ça demande, voilà, un travail, de sourcing, en amont, pour sécuriser la procédure, hein. C'est exactement. Bon, bah, je vois qu'il y a pas de questions, donc bah, ça devait être assez clair. Écoute, juste Cédric, peut-être une petite oui? question, parce que là, on arrive aux 10 ans, mine de rien, de la loi, Oui, oui. ESS, donc voilà, sans sans spoiler, voilà, il y a des j'imagine des choses qui vont peut-être évoluer, être modifiées, notamment, niveau, bah, des peut-être, un élargissement des champs, des marchés réservés, non, c'est pas Alors, déjà sur la loi ESS, effectivement, on fête les 10 ans de la loi ESS cette année. Donc, notamment, ça va permettre d'en discuter, de faire un bilan un peu de cette loi, qu'est-ce qui a été réalisé depuis. Donc, dans différents types d'événements, il va y avoir le congrès de ESS France, il va y avoir aussi le mois de l'ESS qui, chaque année en novembre, où il va y avoir beaucoup d'événements là-dessus. Nous, l'Assemblée générale de la CRES, qui a lieu très bientôt, le 22 avril, on va aussi discuter et interroger, ces éléments. Donc ça, c'est une première chose et sur, l'évolution du cadre, pour l'instant, il y a pas eu encore, d'annonces qui ont été faites dans ce sens, mais il y a un travail un petit peu justement qui est réalisé pour pouvoir, réfléchir à éventuellement faire un peu évoluer, le cadre de la loi. Le cadre du marché réservé à l'ESS, il n'y a pas eu encore j'ai pas de retour vraiment là-dessus, mais effectivement, moi personnellement, j'aimerais bien que le cadre puisse un peu évoluer pour, notamment ouvrir à d'autres, secteurs d'activité, comme je vous l'ai montré, les codes CPV sont assez restreints. Donc si c'était ouvert à d'autres types de structures, ce serait super. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas encore d'informations en ce sens et voilà et je voulais aussi revenir tout à l'heure, je vous ai parlé de la semaine des ASER, la semaine des achats socialement et écologiquement responsables. Donc elle aura lieu du 27, mai au, 31 mai. Donc n'hésitez pas à aller, sur le site, je vais vous le mettre en lien dans la conversation. Vous pourrez voir, les différents événements qui vont avoir lieu. Pour l'instant, il y en a que quelques-uns qui sont inscrits, mais, dans les prochaines semaines, ils vont tous être, mis sur le site. Donc voilà et on va faire un petit focus aussi sur la loi ESS. très bien, merci Cédric. Mais de rien. S'il y a pas de questions, on va passer maintenant à l'intervention, de Mehdi et de Karim sur, alors là, plus spécifiquement, l'insertion par l'activité économique, hein, voilà, qui est rattaché, voilà, les structures de l'IAE, appartiennent au champ de l'ESS. Donc c'est vrai que tout est lié. Tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Eric, est-ce que tu vois mon écran? Oui, on voit bien ton écran. Oui. Eh ben, merci beaucoup pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de venir chaque année aux ateliers à tout close pour parler un petit peu en ce qui nous concerne d'IAE, donc d'insertion par l'activité économique.
Tu as évoqué effectivement l'intervention de Karim et de Cécile, de BS Espérance, à qui j'ai proposé d'intervenir pour illustrer très concrètement leur activité. Ce que je peux dire rapidement, parce que l'intervention de la présentation de Cédric a été très complète, que donc l'insertion par l'activité économique en Île-de-France, c'est exactement, alors c'est des chiffres qui datent d'il y a 2 ans, parce qu'on a les chiffres de l'État toujours un peu en décalé, 567 structures d'insertion par l'activité économique. On a 31 000 salariés en parcours d'insertion et à peu près 2000 salariés permanents. Donc, les structures d'insertion sont des TPE-PME, des associations, des entreprises classiques, comme on en voit partout, mais elles ont un agrément délivré par l'État qui a plusieurs formes. Donc, vous connaissez sûrement les entreprises de travail temporaire d'insertion qui ont beaucoup de succès pour exécuter les heures, notamment dans le bâtiment. Mais vous avez aussi dans la mise à disposition de personnel les associations intermédiaires. Et par ailleurs, en ce qui concerne la production de biens et services, vous avez les entreprises d'insertion, les chantiers d'insertion. Donc la production de biens et de services, c'est produire avec un ensemble d'équipements, de matériel, de fournitures, donc de capacités techniques souvent importantes. On le verra tout à l'heure. Donc, je disais que ce sont des entreprises, des associations conventionnées. L'État finance une partie des salaires des personnes qui travaillent et en contrepartie, les encadrants donc forment les personnes qui, alors c'est certains publics qui sont éligibles. Il y a certaines catégories définies par le Code du travail. Il faut par exemple être en situation de chômage de longue durée, avoir moins de 25 ans, ne pas avoir de qualification ou d'expérience professionnelle. C'est certains publics effectivement en situation de handicap, etc. Donc vous avez toute une liste de publics qui sont éligibles et vous avez des prescripteurs qui sont habilités à envoyer ces personnes en structure d'insertion, comme par exemple, pour ne citer que France Travail. Il y a un diagnostic qui est réalisé lorsque le salarié arrive dans la structure d'insertion pour voir un petit peu, faire un état des lieux de ses problématiques sociales concernant le logement, la santé, le transport, la garde d'enfants, ça peut être pas mal de choses, ça peut être les addictions, etc. Ses besoins en formation par ailleurs pour construire un projet professionnel, comment monter en compétences, qu'est-ce qu'il veut faire, etc. Et cet accompagnement va durer pendant toute la durée du parcours. Il y a des chargés d'insertion socio-professionnels qui rencontrent les salariés régulièrement pour les accompagner et s'assurer que leur situation avance et que au bout d'un moment donné, ils seront prêts à retrouver un CDI, un CDD, ou pourquoi pas reprendre en sortie de parcours d'insertion un projet de formation. Donc les contrats, ce sont des contrats à durée déterminée d'insertion, des CDDI, qui sont essentiellement dans les structures d'insertion. Après, pour la mise à disposition de personnel, on l'a vu ici, vous avez des contrats d'intérim ou des CDD d'usage. Voilà, des petites subtilités. Pour pas faire trop long, en fait, quand on reprend les différentes catégories de structures d'insertion, on a certaines qui se rapprochent plus du monde du travail classique, les entreprises d'insertion par exemple, où les salariés sont à 35 heures par semaine. On a des chantiers d'insertion qui sont peut-être un peu plus subventionnés par l'État par rapport aux entreprises d'insertion. Et là, on est sur un accompagnement socio-professionnel qui va être plus important. Le salarié est souvent à 26 heures par semaine, ce qui lui laisse une journée pour se consacrer à ses démarches personnelles. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est mise à disposition de personnel, l'objectif, c'est d'acquérir une autonomie et une polyvalence suffisante par plusieurs missions en vue de retrouver un emploi pérenne. Les secteurs d'activité sont très nombreux. Les secteurs d'activité sont très variés. Alors, on a quelques exemples ici. Quand vous allez par exemple au Monoprix et vous achetez des confitures Rebelles, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un chantier d'insertion. Donc, ce sont les salariés en parcours d'insertion qui font les confitures. Vous avez Emmaüs qui est un peu connu aussi. Label Emmaüs, c'est une plateforme e-commerce qui met en avant, donc qui vend des livres,
des vêtements, enfin pas mal d'articles réutilisés, réemployés. Notamment, vous avez différentes structures qui font du reconditionnement informatique, différentes structures dans la logistique, dans le nettoyage. On peut citer aussi, pour aller un peu plus loin, les vélos, les bicyclettes, qui est un secteur aussi. Voilà, ici, vous avez du reconditionnement de vélos, de la formation à des ateliers de remise en selle, notamment, de la cyclologistique. Pour citer d'autres exemples, vous avez le numérique avec la gestion des parcs informatiques, tout ce qui est infogérance, tout ce qui est comme approvisionner les collectivités et les services de l'État en matériel informatique aussi reconditionné, le développement web, le multimédia, etc. Voilà quelques exemples. Alors, pourquoi s'engager s'impliquer, je dirais, aux côtés des SIE, c'est-à-dire pourquoi faire des marchés réservés ESS, comme disait Cédric tout à l'heure, ou des marchés réservés vers les publics qu'on dit défavorisés, donc pour les structures d'insertion, ou bien encore mettre des conditions d'exécution à caractère social, hein, c'est-à-dire des heures de travail pour les publics éligibles aux clauses sociales, les publics donc, que j'évoquais tout à l'heure, ou bien encore, pourquoi faire un critère d'attribution du marché socialement responsable? C'est tout simplement aussi participer à la lutte contre le chômage et les inégalités, soutenir l'économie locale parce que vous avez les employés, les salariés travaillent dans des structures d'insertion et ces postes ne sont pas délocalisables, ce sont des emplois locaux qui sont créés à chaque fois. Si on prend une structure qui est conventionnée, par exemple, dans le Val-de-Marne, conventionnée par l'État, elle va remettre sur le chemin d'emploi pérenne les salariés qui sont sur son territoire. Donc ça, c'est important. C'est aussi répondre, ça, Erika l'a évoqué, aux objectifs socio-environnementaux fixés par l'État, pour les collectivités, pour les services de l'État notamment, donc tout ce qui est loi AGEC, tout ce qui est plan national des achats durables, schéma, je veux dire, SPACER, c'est plus simple, c'est plus court. Je pense que vous connaissez ces éléments. Et puis aussi, disposer d'une mesure d'impact précise. Les structures d'insertion conventionnées doivent régulièrement fournir une mesure d'impact à l'État pour pouvoir continuer d'être financées, d'être conventionnées. Donc, c'est des statistiques sur les salariés, hein, qui sont les hommes, les femmes, les profils, la situation en termes aussi de la situation professionnelle. Est-ce que les personnes sont au RSA ou pas? Quelles sont les formations dont elles vont bénéficier pendant les parcours, les soft skills, les hard skills, etc. Tout ça, ce sont des choses qu'elles pourront vous transmettre et que vous pourrez valoriser dans vos spaceurs notamment. Pour ne pas être plus long, j'ai indiqué aussi où trouver les structures d'insertion par l'activité économique en Île-de-France. Vous avez le marché de l'inclusion, que vous connaissez sûrement, et puis un annuaire sur notre site, hein, pour les franciliens, donc graphi.org. Je vous conseille aussi d'aller à la rencontre des structures d'insertion parce qu'il n'y a pas mieux pour prendre la température, voir des salariés en exécution, échanger avec eux. C'est ce que j'ai eu la chance de faire il y a un mois en allant dans les Yvelines, à Chanteloup-les-Vignes, rencontrer EBS Espérance. Donc, je suis arrivé dans leur immense entrepôt logistique et j'ai pu voir des salariés en parcours, en emploi, exécutant différentes tâches. Et il n'y a que comme ça qu'on apprend beaucoup et qu'on se rend compte de la finalité un peu du travail qu'on fait. Et ça permet aussi pour vous de voir un petit peu pourquoi vous faites des marchés, je dirais, avec des critères sociaux, environnementaux, de voir in fine tous les bénéfices que ça peut apporter. Donc voilà, Erika, je vais pas être plus long et peut-être laisser la parole à Karim et à Cécile, que je remercie encore voilà, d'être là. Merci Mehdi. Je ne sais pas, on peut peut-être prendre voilà, des questions s'il y en a. Je ne vois pas de main levée, mais...
On va laisser c'est Karim qui intervient, c'est ça? Ça. On va vous laisser la main. Mon écran. Donc l'idée, ça va être de vous présenter EBS Espérance. Donc nous sommes basés. Vous m'entendez? Oui, ça va. EBS Espérance a été créée en 1996, on a 28 ans aujourd'hui. On est spécialisé dans le domaine de la logistique. Aujourd'hui, le chiffre clé chez nous, depuis que l'entreprise existe, c'est 500 personnes ont trouvé un emploi périn depuis sa création. Nous sommes un ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Qui sommes-nous? Nous sommes une scope du mouvement Emmaüs France, avec un conseil d'administration avec 10 membres. Aujourd'hui, nous sommes évidemment conventionnés par la DETS, et on a un agrément ESUS. On a aujourd'hui. Juste pour compléter, donc bonjour à tous, je suis Cécile et je suis la PDG de BS Espérance. Et donc pour compléter un peu ce que disait Cédric tout à l'heure, donc on est une scope, donc effectivement on n'est pas là pour faire du bénéfice. C'est pas notre but premier. Notre but premier, c'est d'insérer des personnes et notre activité économique, comme l'a dit Karim, c'est la logistique. Et donc nous, notre résultat, quand on fait du résultat, il est partagé à 50% dans l'investissement pour les projets futurs d'Espérance et 50% il est redistribué en participation auprès de nos salariés. Et donc effectivement, notre conseil d'administration, c'est des sociétaires. Donc c'est des personnes qui sont en CDI au sein d'Espérance. Aujourd'hui, EBS Espérance, c'est un entrepôt, comme disait Mehdi, de 5000 m². Nous sommes bien basés à Chanteloup-les-Vignes. En termes d'effectifs, nous sommes 30 salariés pour 50% d'insertion. En 2023, on a généré 1 500 000 de chiffre d'affaires. En termes d'équipement, puisque dans un entrepôt logistique, on a besoin d'équipement, on a 4 chars élévateurs, 1500 remplacements en rack, 850 pardon, et 3 lignes semi-automatisées pour nos activités de co-packing. Aujourd'hui, au sein d'Espérance, on a un département conditionnement et commerce, une activité de co-packing et de PLV, une activité de reverse et de réemploi, et bientôt, un atelier de réparation de produits électroménagers. Le conditionnement et le travail à façon, aujourd'hui, chez EBS Espérance, a représenté 350 000 € de chiffre d'affaires en 2023. On a notamment travaillé avec une entreprise qui s'appelle SUP sur le marché des jeux avec son client Visa. On nous a demandé de conditionner des kits. Vous voyez au milieu de l'écran, à vos marques préouvrées, c'est Visa. Et donc, à l'intérieur, c'est un kit avec différentes pièces qui sont adressées à des commerçants. Comme vous savez, Visa est partenaire des jeux. On travaille avec d'autres entreprises comme Farah, pour qui on nous a demandé de conditionner donc, des culottes menstruelles, par exemple. D'autres fois, des PLV, des petits PLV. Des présentoirs menstruels de vente. L'activité co-packing et PLV est générée essentiellement par une grosse entreprise qui s'appelle L'Oréal, que vous connaissez sûrement. On nous a demandé justement de co-packer ce que vous voyez là, des flacons Ushuaïa avec des films de plastique qui sont thermoformables, et pour créer des lots. Et ensuite, on nous a demandé également de remplir les fameuses PLV que vous voyez à l'écran juste ici. Moi, je suis allé un peu vite. Et donc voilà au niveau de l'activité co-packing et PLV. Ensuite, on a également travaillé, on travaille actuellement avec une entreprise qui s'appelle Orac, qui elle aussi a remporté le marché des jeux, notamment sur son client Batek du groupe Vinci. C'était sur Saint-Denis. Notre objectif chez nous, en tout cas avec Orac, c'est de récupérer les dalles de moquette qui sont curées sur des chantiers, qui sont nettoyées et reconditionnées à la suite. Et donc, sur l'année 2023, 2022-2023, c'est l'équivalent de 10 stades de football qui ont été rénovés, qui ont été traités, et l'équivalent de 4,3 piscines olympiques, économie en fait d'eau, ça c'est l'économie d'eau générée, c'est 4,3 piscines olympiques qui ont pu être épargnées.
Typiquement, ça fait 100 000 m² de dalles réemployées et 801 000 kg de CO2 évité et 16 millions de litres d'eau économisés. L'atelier électroménager aujourd'hui va nous permettre de récupérer donc, sur des points de collecte écosystème de l'électroménager, de le réparer, de le nettoyer et de le tester. Ensuite, de le renvoyer auprès de nos communautés Emmaüs pour que ces pièces puissent être vendues. Sur les appareils qui sont, non réparables, en tout cas en l'état, l'idée c'est de récupérer des pièces qui sont réemployables et celles qui seront évidemment KO repartiront dans un cycle de recyclage. À partir de juin 2024, notre objectif au sein de l'entrepôt, ça va être de passer de 800 à 1400 remplacements en rack en réalisant des travaux, en aménageant une salle de conditionnement de produits alimentaires. On vient de terminer une formation de HACCP pour 11 permanents, l'aménagement d'une mezzanine de 650 m² pour l'activité e-commerce, avec 12 postes de travail. Sous la mezzanine, on aura une zone de co-packing modulable pour s'adapter aux besoins de production. Et ensuite, on en a parlé, du moins, on a une activité e-commerce et cette fois-ci, EBS Espérance vendra directement sur Label Emmaüs des produits qu'on aura nous-mêmes récupérés, donc à la fois de réemploi, à la fois de produits originaires de rachat. Et l'atelier de réparation électroménager nous permettra également d'avoir une activité en propre avec une équipe formée. À terme, en 2028, ce qu'on vise, c'est l'équivalent de 30 équivalents temps plein en insertion pour un chiffre d'affaires de 3 500 000 €. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions, des précisions. Alors, Madame Sel, Oui. je prononce bien votre nom, Aude? Oui, Madame Zell, oui. Bonjour à Bonjour. tous. C'était juste pour peut-être compléter et merci pour la présentation. Et pour redonner aussi peut-être un contexte aux autres participants, parce que BS Espérance, on les connaît également, notamment parce que je fais partie de la Fédération des entreprises d'insertion et c'est peut-être pour redonner peut-être un contexte par rapport à L'Oréal et par rapport aux autres clients qui ont été cités. Est-ce que c'était dans le cadre d'un marché ou est-ce que c'était finalement plus un sourcing qui a été réalisé en amont et donc le client a souhaité travailler avec vous? C'est juste pour reboucler le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, sur le client Surf pour l'activité avec Visa, il est passé en direct avec nous. L'activité Oracle sur la partie dalle de moquette, c'est un client avec lequel on travaille depuis maintenant 2 ans. En effet, lui a remporté un marché justement avec la bataille sur le marché des jeux de Saint-Denis. Donc, puisqu'il était déjà client chez nous, toutes les opérations ont été gérées chez lui. Mais vous, est-ce que vous répondez à des marchés publics? À date, on n'a pas encore répondu à des marchés publics. Donc là, vous êtes intervenu indirectement sur un marché. C'est un titulaire pour les JOP, hein, si j'ai bien compris, qui vous a fait qui vous a sous-traité de l'activité. C'est ça. On n'est pas forcément, du moins, on est aussi ouvert aux marchés qui sont non réservés. Oui, parce que je pense que c'est pour ça que voilà, les ateliers, on les a intitulés cette année accès à la commande publique des structures de l'ESS au sens large, sachant qu'effectivement, le fait, là, vous êtes mis directement en concurrence quand ce n'est pas un marché réservé avec des acteurs classiques. Et voilà, ça devient peut-être un petit peu plus compliqué l'accès dans ce cadre. Moi, j'avais une question. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez le label ESUS. Donc là, vous avez souhaité, même si vous relevez de l'ESS par du fait d'être une SIAE, vous avez souhaité néanmoins être labellisé ESUS. Oui. Et ça, c'est un choix. C'est un choix du conseil d'administration, en fait. D'accord. Pour donner plus de poids. Pour donner plus de poids sur le côté de la dimension sociale
est vraiment appuyé sur la notion solidaire, en fait. Parce qu'au-delà d'être une scope, on a une vraie transparence avec nos salariés. On les réunit une fois par mois pour leur donner une vision globale sur toute l'activité, donc la comptabilité, la production, au niveau commercial, ce qui s'est passé. On a une transparence totale auprès de nos salariés, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu avoir plus de poids. Voilà, nos salariés sont vraiment impliqués dans la gestion de l'entreprise aujourd'hui. Mais là, quand vous parlez de salariés, c'est les salariés permanents. Les salariés permanents, mais en fait, on inclut tout le monde. En fait, ça a toujours été comme ça. Même quand on prend une décision de vote, les CDDI, ils votent aussi, même si leur vote il est consultatif, mais ça nous donne, voilà, nous, on a une vision de où on vote dans l'entreprise. Ils participent au vote aussi. Et demain, s'ils sont dans une autre entreprise, ils seront aussi votés. Et même demain, s'ils ont des droits de vote en France, ils seront votés aussi parce que on vote dans une urne, on va dans un isoloir. Voilà. Donc, on est vraiment que tout le monde soit impliqué. Du CDDI, voilà. Tout le monde est impliqué au sein d'Espérance. Vos salariés, puisque voilà ce qu'expliquait Mehdi, donc les salariés en insertion par l'activité économique ont un accompagnement pendant 24 mois. Donc, Oui. je sais, vous avez dû citer le taux de sortie On a dynamique, je 70%. crois. 70% de sortie dynamique. Et donc, ces salariés vont dans l'entreprise classique, enfin, typiquement, je crois, c'est L'Oréal avec qui vous travaillez, c'est ça? Oui, mais ils vont pas forcément chez L'Oréal. En fait, les salariés, ils ont un projet professionnel. Alors, nous, effectivement, c'est de la logistique. Mais en fait, ils font de tout. Enfin, il y a des personnes, là, cette année, ils sont rentrés dans un CAP. Alors, c'est plus petite enfance maintenant, mais bon, un CAP petite enfance. Il y en a, ils veulent travailler dans la sécurité, ils sont allés dans la sécurité. En fait, le CIP, il construit vraiment leur projet selon ce qu'ils veulent faire. Et donc, en fait, c'est un parcours qui va se construire sur les 2 ans. Et il y a un rendez-vous avec le CP une fois par mois où ils font le point, comment tu as avancé, les deux, ils font du travail et en fait, ils réunissent chaque mois et ça avance le projet. Donc, au maximum, ils vont rester chez nous 24 mois, mais il y a des personnes qui ont déjà un projet avant d'arriver, donc il faut juste remettre certaines choses en place et au bout de 6 mois, ils peuvent sortir. Et voilà, c'est tout un travail de coopération entre le salarié en insertion, le CIP et l'équipe aussi encadrante qu'on a, que ce soit nos chefs d'équipe, les adjoints, les responsables d'activité, parce que c'est l'ensemble qui fait que la personne elle puisse sortir derrière. Donc, ils ne vont pas forcément vers le métier de la logistique, du type Ah non, pas préparateur de forcément. commandes. Alors, il y en a qui veulent être caristes, ils doivent être formés ici pour être caristes, il n'y a pas de souci. Ils vont passer dans le CACES, ils vont charger, décharger, ranger, mais ils ne veulent pas, on ne va pas leur imposer de travailler forcément dans la logistique. C'est vraiment quel est leur projet, c'est défini par le CIP au premier entretien. Donc là, vous leur faites passer des cassettes, j'imagine, pour conduire en entrepôt. C'est ça, exactement. CACES, autorisation médicale. Comme une entreprise classique. Comme une entreprise classique. Donc, voilà, pour les acheteurs aussi qui assistent à cet atelier, et je pense que vous aussi, les entreprises, les SIAE, il y a aussi l'accès au marché sous les seuils, parce que là, ce matin, voilà, on parle de commandes publiques, mais c'est vrai qu'au GIP, on avait aussi une réflexion avec Laura sur l'accès à la commande publique des marchés sous les seuils de publication, dont n'ont pas forcément connaissance les structures. Donc là, je m'adresse un petit peu aux acheteurs qui sont autour de la table. Est-ce que vous avez des process pour présenter, porter à la connaissance des structures dont vous n'avez pas l'obligation de publication et qui, par rapport à la taille des structures qui sont plus modestes que l'entreprise classique, la plupart du temps, pourraient intéresser. Et vous aussi, acheteurs, aussi passer des marchés de taille plus modeste qui vous permettraient de commencer à aller vers ce secteur de l'insertion par l'activité économique sans pour autant vous mettre en difficulté, avoir des craintes d'infructueux.
Parce que nous, c'est vraiment une question qu'on se pose, et notamment peut-être, voilà, dans le cadre de présentation de programmation, vous acheteurs, pendant la semaine des achats socialement responsables, ça pourrait être peut-être une occasion. Voilà, mais c'est une question que je pose. Comment permettre aux structures de l'insertion par l'activité économique ou à l'ESS au sens large d'avoir connaissance de marchés qui ne sont pas publiés parce qu'il n'y a pas d'obligation de publication? Je ne sais pas si, voilà, il n'y a peut-être pas de réponse, ou c'est peut-être des choses que vous faites déjà, voilà, auxquelles vous donnez accès? Mais en tout cas, je pense que là, il y a peut-être un levier à actionner. Et je ne sais pas si, voilà, heu, Karim, ou j'ai oublié votre nom, madame, excusez-moi, votre prénom? Cécile? Cécile, oui, si, voilà, ça pourrait peut-être vous mettre un pied dans la porte de la commande publique sur des plus petits marchés, où voilà, il y a pas la voilà, après, dans un second temps, peut-être répondre à des marchés publics, mais c'est vrai que souvent la commande publique, ça fait un petit peu peur quand même, parce que c'est très encadré, très normé, et quand on n'est pas habitué. Alors je sais que, voilà, le Graphi, hein, vous accompagnez, enfin les têtes de réseau, accompagnent sur, la réponse au marché public, mais ça reste, voilà, de la commande publique, quand même assez spécifique. C'est pas la juriste qui est autour de la table qui démentira. C'est vrai que, donc Et, on et s'est dit d'ailleurs, euh, et d'ailleurs, Erika, on a une formation vendredi ah oui, pour accompagner les structures d'insertion à coopérer avec d'autres types de oui, structures, et notamment en phase d'exécution avec les groupements momentanés d'entreprises, comment sécuriser les coopérations. Et on a invité EBS Espérance. Donc c'est aussi, voilà, on va faire des cas théoriques, pratiques, et après il y aura plus qu'à. Hein. Donc on sera attentif aux consultations, attention, dans les starting blocks. mais c'est vrai qu'il y a ces exercices. Enfin, Cédric parlait des hackathons, mais effectivement, c'est typiquement des exercices pour, voilà, pour répondre au marché public, parce que, c'est vrai que ça peut être un peu voilà, dissuasif quand on répond, une première fois. En tout cas, nous, c'est un sujet ouais, qu'on souhaite un peu porter au GIP. Ces petits marchés, comment les faire connaître? Ah, on vous entend pas bien, monsieur Ravelli. Pardon, excusez-moi. Didier Ravelli, je travaille pour la région en Nouvelle-Aquitaine. Pour répondre à votre question, comment faire connaître les marchés? Alors, nous, on teste notamment de publier sur la possibilité avec le marché de l'inclusion. On teste ça un petit peu Mmh. aussi. Voilà. Et puis après, c'est un peu ce qu'on disait la dernière fois, tout ce qui est sourcing, pré-sourcing aussi, ça permet aussi voilà, de faire le point avec les structures et faire connaître des projets qu'on peut avoir. Voilà, on en est un petit peu. Oui, oui, mais c'est certain que, voilà, il y a des leviers à actionner pour vous permettre, vous aussi, acheteurs, de remplir vos obligations, en fait, hein, et vous avez recours au marché de l'inclusion, en phase de sourcing, en phase de Au moment où on lance le très en marché, amont? on l'a fait une fois ou deux. Pour l'instant, je ne sais pas trop ce que ça a donné, mais on teste. Voilà, je sais qu'il y a cet outil-là qui est intéressant, je trouve. Après, faut-il que les structures soient aussi à l'affût, hein, enfin, soient aussi, comment dire, puissent consulter le marché de l'inclusion. Mais en tout cas, on teste. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas plus de retour que ça, mais à voir ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est un moyen, à mon avis, qui peut être intéressant. Je pense que, voilà, Mehdi ou Cédric, les structures que vous connaissez s'intéressent à la commande publique, j'imagine, Bien elles entendu, sont hein, sur le marché, hein? Elles sont sur oui, le oui, marché de l'inclusion? elles sont référencées. L'avantage, c'est que dès qu'il y a un conventionnement avec l'État, il y a une fiche qui se crée automatiquement. Je crois que ça fonctionne comme ça. Et Ah ensuite, oui, c'est d'accord. la structure qui Oui. va compléter son profil, l'alimenter, mettre ses capacités techniques et professionnelles, financières, etc. Et il y a aussi la direction des affaires juridiques de Bercy a lancé un site pour sourcer, je ne sais plus comment il s'appelle, que je consulte de temps en temps, pour voir des idées de projets qui peuvent ensuite se transformer Ah en consultation. oui, c'est, comment, Approche? Voilà, c'est ça, approche exactement. Ça aussi, c'est intéressant hein, pour tous les montants, peu importe les seuils. Et après, nous aussi, on s'organise pour faire cette veille des marchés et puis la transmettre aux structures. Mm. Peut-être juste pour compléter, juste pour donner
un autre regard aussi, il y a aussi, donc effectivement, il y a énormément de structures de l'ESS qui souhaitent répondre à des marchés, mais il y a aussi beaucoup de structures qui ne souhaitent pas répondre à des marchés ou qui trouvent cela trop lourd, notamment les petites structures qui n'ont pas forcément les ressources nécessaires ou les moyens de répondre à des marchés parce que c'est quand même des fois beaucoup de temps à passer. Donc, il faut bien avoir aussi ça en tête et peut-être que des fois, ça peut être important pour les donneurs d'ordre d'aller aussi à la rencontre de ces structures pour peut-être les rassurer ou leur donner un peu des indications à suivre pour pouvoir accéder à des marchés. Mais voilà, c'est aussi une contrainte pour les petites structures. Et voilà. Il y a aussi certaines associations ou ouais, même certaines entreprises qui ne souhaitent pas répondre au marché public car elles préfèrent miser sur des subventions que des marchés. Donc voilà, c'est aussi pour donner un autre une autre vision aussi des structures, que toutes les structures voilà, ne sont pas forcément, ne comptent pas que sur les marchés publics. Non, il y a oui, des structures ou alors qui vont vers le marché privé, en fait, hein, Ouais, qui s'intéressent parce que pas des fois, c'est forcément. plus simple de travailler avec le privé, effectivement. Mais c'est pour ça aussi, il y a un enjeu de former, enfin de sensibiliser, de former, ou d'outiller les structures de l'ESS pour répondre au marché. Et des fois, les réponses en groupement peuvent être aussi intéressantes à ce niveau-là, car si certaines structures n'ont pas forcément le temps ou les moyens d'y répondre, peut-être qu'en groupement, ça permet Oui. d'optimiser les ressources. Parce que là, voilà, on voit que les structures d'insertion par l'activité économique sont vraiment dans des champs très variés. Parce que la présentation que tu faisais, Mehdi, tout à l'heure, effectivement, on voyait qu'il y avait, voilà, elles sont maintenant dans des secteurs d'activité vraiment auxquels on ne penserait pas, voilà, on penserait pas forcément, hein. Donc, il y a vraiment pléthore de secteurs maintenant qui sont investigués par ces structures. Donc, pour vous, acheteurs, ça vous permet aussi de pouvoir voilà, diversifier vos considérations sociales et aller des fois au-delà voilà, voilà, de la clause classique d'exécution, en fait. C'est aussi ça, hein, d'avoir recours au marché réservé. Il n'y a plus de questions. Bah, écoutez, ce que je propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, bah, je vous renvoie le replay, donc celui de la semaine dernière. J'attends encore les supports pour vous envoyer à la fois le replay de l'atelier et puis le support. Et puis, bah, écoutez, on a un atelier donc la semaine prochaine là, dédié aux structures du handicap. Donc un grand merci aux intervenants, Mehdi, Cédric, et puis à la structure EBS Espérance voilà, pour votre intervention. Alors je ne sais pas si EBS, vous souhaitez partager le support ou Oui, bien sûr. ça peut être intéressant, parce qu'effectivement, vous êtes Oui, bien sûr. vous l'enverrez à Mehdi qui pourra me l'envoyer à ce moment. Merci à tous pour votre participation et bonne fin de journée et de semaine. Merci beaucoup. Au Merci revoir. Erika, Au merci revoir, à bonne toutes et Au journée. tous. revoir. Merci. Au Au revoir. revoir.